Sans tarder, je vais passer la parole à l'historien Ali Gnoun. Merci Omar, merci à Magda qui nous a invités pour parler du passé. Même tout à l'heure, avec son équipe, on parlait du présent et on parlera du passé. Donc, Toufik Allen m'a demandé de faire un état des lieux de sa documentation, de la bibliographie sur le mouvement berbère et plus particulièrement sur la crise dite berbériste de 1949. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que très peu d'écrits, du moins des écrits sérieux, ont été consacrés à cette question. On peut parler d'un avant et d'un après Harbi, parce que avant lui, il y avait quelques écrits de militants, qu'ils soient, comme on dit, entre guillemets, berbéristes ou pas. Mais je pense qu'il y a eu une dynamique après Harbi, et après Harbi, il y a Omar Kamli aussi. Voilà, donc le bilan, la moyenne est très maigre pour ce qui est de la question de la crise 49, pour ce qui est du moins de l'historiographie. Mon intervention, c'est pour un peu baliser l'intervention de Sadat Hajras, qui est un militant de cette période. La définition de la nation par les nationalistes algériens pendant la période coloniale n'a pas pris en considération toute l'histoire du pays et les nationalistes n'ont pas pu ou voulu procéder à une critique de ce passé national. Le colonialisme a produit un discours de négation de la nation algérienne et a déclaré l'islam et l'arabe étrangers à l'Algérie. Sa présence en Algérie était présentée comme une reconquête d'une terre jadis latine et chrétienne. Face à cette définition, une partie de l'élite algérienne, dont les nationalistes, a répondu en inversant le miroir à la latinité et à la chrétienté, à l'oppose l'arabe et l'islam. Les critères d'appartenance nationale deviennent non pas politiques et universels, mais culturels. Culturels, j'inclus bien sûr la religion. Culturelle et linguistique. L'Algérie est pour cette élite arabo-islamique, elle est arabo-islamique. Cette définition implique le chevauchement de la notion de communauté religieuse et celle de la nation. Il y a un chevauchement entre la communauté religieuse et la nation. Cette conception pose problème. C'est quoi le problème? En fait, elle exclut tout ce qui est non musulman et non arabe. Elle fait fi du passé dans sa globalité et valorise le croyant en détriment du citoyen. Asservit l'individu à la collectivité, consacre la ségrégation des sexes. Elle n'admet pas la diversité, pensée comme un danger pour la cohésion de la Oumma, de la nation au sens unique. Le berbère, la berbérité, se trouve ainsi en dehors du cercle, parce que porteur, selon l'arabo-islamisme, pas seulement, de germes de division. En fait, ceux qui ont pensé l'Algérie de cette façon n'ont pas pris en considération la réalité du pays et, comme je l'ai souligné, ont ignoré l'histoire. Le discours nationaliste du premier quart à peu près du XXe siècle a coïncidé avec l'émergence de nouvelles élites kabyles issues de l'école française. Ces élites, conscientes de leur berbérité, étaient sensibles au discours puisé dans les théories raciales développées par l'école française et les écrits des théoriciens français de ce siècle. Ces théories faisaient des Kabyles l'antithèse des Arabes. Les uns démocrates, anciens chrétiens, peu attachés à l'islam, évolués et surtout aptes à devenir français. Les autres, despotes, chauvins, arriérés et porteurs de tous les défauts. Et définis arabes sous cet angle, comme plutôt
excusez-moi, les définis arabes, tout Algérien, ils ont de la langue arabe. En plus, pour la majorité de ceux-ci, de leur origine berbère. Le but recherché était de montrer que la majorité des Algériens n'étaient pas d'authentiques Algériens, du moins d'authentiques autochtones. Et donc, s'ils ne sont pas des autochtones, donc ils sont des envahisseurs. Très influencés par ce discours colonialiste, arabophobe et islamophobe, et par ce mythe intériorisé, le mythe kabyle, partisans d'un laïcisme agressif, ils développaient l'idée selon laquelle l'islam est responsable de la régression dans laquelle se trouvaient les Algériens. Cette religion est qualifiée par l'un d'eux de chloroforme d'une efficacité ordinaire. Il rejette sur le plan ethnique le discours qui fait des Algériens des descendants des Arabes d'Orient et se revendique berbères et européens. La Berbérie, écrit Ismail Ahmaq par exemple, est un lambeau de l'Europe et en tout cas plus européenne que cette contrée de l'Europe orientale qu'on appelle la Russie. Ébloui par les méga réalisations coloniales pour les indigènes, visibles surtout dans l'enseignement, ils soutiennent la mission civilisatrice de la France. Sur le plan politique, ils ne conçoivent pas l'avenir de l'Algérie en dehors de la puissance coloniale. Sur le plan de la production culturelle, ils sont les premiers Kabyles à publier en français sur leur propre société. Boulifa, par exemple, auteur d'un ouvrage sur l'histoire du Djurdjura à travers l'histoire, nous a fait connaître, comme ne l'a fait aucun auteur avant lui, la poésie de Simohamed et les instituteurs, etc. Ce discours sert de levier pour légitimer un discours contradictoire, alimenté par d'autres évolués, issus des écoles arabes et musulmanes, les ulama, qui rejettent ce discours en bloc. Ces dernières, ou bien ces ulama, mettent en valeur l'islam et la langue arabe, et s'attaquent dans leurs écrits, discours, prêches, à la politique d'évangélisation, aux écrits des historiens, ethnologues, idéologues de la colonisation. Ils réservent leur discours acerbe aux indigènes naturalisés, reconvertis ou non, qualifiés d'une tournée, ceux qui ont fait la vérité. Même s'ils le revendiquent comme eux l'assimilation et non l'indépendance, ils la conditionnent à la sauvegarde du statut personnel arabe et musulman. Les ulama ont apporté une autre vision de l'histoire de l'Algérie. Dans leur quête de l'histoire de ce pays, l'Algérie plonge ses racines dans la préhistoire et reconnaissent l'existence des autochtones, les berbères. Eux, ils disaient Amazigh. Ils la rattachent aux habitants de la péninsule d'Arabie par leur origine. Ces berbères que l'islam, je cite Al-Badis, que l'islam a arraché à la chrétienté, ne peuvent toujours, selon les ulama, être dissociés de leurs frères d'Orient musulman. Je cite toujours les ulama. Le discours défendu par leurs adversaires berbérophiles algériens est qualifié de berbérisme. Ce vocable est l'une de ces voies que la communauté, telle que pensée par les ulama, puis par les indépendantistes, devait dénoncer comme source de division de la Oumma. Ces idées anti-berbéristes n'ont pas laissé indifférents les nationalistes indépendantistes de l'étoile nord-africaine, puis du PPA et du PPA-TLD. Ils épuisent leurs arguments pour se défendre des thèses colonialistes qui tendaient à les dévaloriser. Ils étaient, eux aussi, allergiques à toute idée de berbérisme. La hantise obsessionnelle de la division devait les conduire à combattre avec acharnement toute opposition à leurs opinions unicistes et unanimistes. Le berbérisme est dénoncé comme projet colonialiste tendant à diviser la nation algérienne. Ces nationalistes, arabophones ou berbérophones, et il y en a beaucoup de berbérophones parmi eux, étaient alors sincères avec eux-mêmes et pensaient réellement le berbérisme comme une menace. Les choses vont changer avec l'arrivée de jeunes lycéens et étudiants kabyles, et je précise kabyles,
dans le mouvement indépendantiste PPMTLD durant et après la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, Sadr Hajjaj. Ils deviendront vite des cadres de ce parti, au niveau national et au niveau local. Ils souligneront très tôt les faiblesses doctrinaires et organisationnelles de leur parti et demanderont des explications à leur direction. Cette dernière est restée sourde un moment, puis déclenche une répression contre ces cadres. C'est ce qu'on appelle la crise dite berbériste de 1949. On peut revenir tout à l'heure sur les péripéties de cette crise, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps pour développer ce point. Mais il faut souligner une chose très importante, c'est qu'ils ont publié un écrit, une brochure qui s'appelle L'Algérie libre vivra, donc, et l'un des auteurs de la vidéo s'appelle Hajjaj. Donc ces militants, ils se revendiquaient de l'aile radicale du mouvement indépendantiste. Certains d'entre eux, comme je l'ai dit, faisaient partie même du bureau politique. Hosseini Ahmed, Omar Siddiq, et du comité central, Wahid Benel, Ammar Hamouda, et Saïd Bouza. D'autres étaient des dirigeants de l'organisation paramilitaire, donc Ahmed Hamouda, dont ils ont imposé la création au congrès qui s'est tenu en février 1947 à Alger. D'autres encore occupaient des responsabilités à des échelons importants, comme dans la commission de presse du parti, notamment avec Hussein et Hannin, Yahya Hannin et Ismaël Amioun. Ou bien au sein du comité fédéral de la Fédération de France, comme Mohamed Sayah, Rachid Al-Yahya, Aïta Abdelkarim Ahmed et d'autres. Quelques-uns d'entre eux ont même pris le maquis en mai 1945. Alors lycéens, Hosseini Ahmed, Ammar Hamouda, Siddiq et d'autres, et vivaient dans la clandestinité pour échapper à la police française. Les reproches, que reprochaient les opposants à ce qu'on a appelé les berbéristes? Les reproches on les a stigmatisés comme berbéristes. En fait, c'est pour ne pas toucher les vraies questions. Les questions, c'est la lutte pour le pouvoir au sein du parti et le manque de programme politique. On a eu recours à la technique de l'amalgame et du soupçon. On reproche aux opposants, par exemple, d'avoir, et je cite des documents de l'époque, entrepris une campagne de division, d'avoir diffusé une propagande d'opposition raciale artificielle et de prétendre ériger la Fédération de France en parti autonome. À l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Ils sont traités de comploteurs à l'intérieur du parti pour le désorganiser et faire le jeu de l'impérialisme, et d'ambitieux malhonnêtes, de faibles d'esprit, d'égarés et d'inconscients, de non-loyaux et des alliés inespérés de l'impérialisme. Alors, qui pouvait s'aventurer à critiquer leur discours sans être accusé d'être antinational? Le vocable de diviseurs, saboteurs, ennemis de la nation, mais aussi ennemis de l'islam, sont condensés en un stéréotype de berbérisme. Donc le berbérisme, ça voulait dire ça, tout ça. La crise de 1949 est assez réduite à une formule simple, mais fort ridicule, ressassée durant plusieurs mois au moment de la crise, et reproduit ultérieurement dans les discours à chaque fois qu'un différend éclate dans l'un des protagonistes kabyles. Ce stéréotype devient une arme redoutable, d'une légitimité indiscutable. Il suffisait de dire berbériste et ça voulait tout dire. Le livre, pour ceux qui ont lu Youssef Ben Khadda, déjà dès le départ, il annonce la couleur. Berbérisme, colonialisme, etc. Donc, ce n'est pas la peine de dire le reste parce que, voilà, ils sont condamnés d'avance. La seule voie autorisée à parler était celle de la direction. Le stéréotype
devient un absolu. Après, un peu, je ne sais pas si j'ai du temps, mais... Oui, la lutte contre ce qu'on a appelé les berbéristes et le discours sur la crise de 49 n'ont pas pris fin à l'issue de cette crise. On retrouve toujours le discours. Le discours est réactivé par exemple en 53, 54 et pendant la guerre d'indépendance et notamment en 56 ici en France. Il sera réactivé à l'indépendance durant la crise du FFS de 63-65. Si la répression des militants par la direction du parti a été violente par son discours et la force physique, parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu une tentative d'assassinat en 49, en août 49, durant la guerre d'indépendance a été plus violente encore. Plusieurs anciens opposants berbéristes, en 1949, ont été passés par les armes. Il s'agit d'Amaroud Hamouda, Ali Benel, Saïd Ali, Ali Fahad, qui ont été assassinés entre 1956 et 1958 par les chefs de la Wilaya 3 pour, disait-il, berbérisme, parfois communisme, parfois messanisme. Donc, en réalité, on ne sait pas pourquoi. Le radicalisme au FLN était perçu comme une menace par les chefs du FLN au Kabylie, le subordonné en 1949. La révolte du FFS, parti unanimement catégorisé comme parti kabyle, la régionaliste, sous l'impulsion de Hussein Ahmed, a réactivé le syndrome berbériste et toutes les représentations plus ou moins délirantes qui y sont associées. Peu d'anciens militants de 49 l'ont suivi dans son initiative. Même si les rivalités de personnes ne sont pas étrangères à ce fait, la peur d'être une autre fois montré du doigt comme diviseur a dû compter dans la prise de la décision de ces militants de ne pas participer au FFS. Bien sûr, il y a aussi le roman national que l'Algérie indépendante entreprenait d'écrire. Il devait être sans accroc ni tâche. L'histoire officielle a sacralisé le FLN et a tenté de purifier le passé de l'Algérie. L'Algérie indépendante a hérité du mouvement national, sa définition de la nation. Ces textes fondateurs définissent l'Algérie comme exclusivement arabe et musulmane, et là je ne vous apprends rien, et ne tolèrent aucune diversité. Comme en 1949, toute autre identification était alors perçue comme un élément de division. Quiconque s'aventurait à aborder la berbérité de l'Algérie prenait le risque de se voir soupçonner l'instrumentalisation de cette question à des fins politiques. Plusieurs auteurs des années 70 et 80 qui voulaient écrire sur cette question prenaient en considération tout ce que je viens de dire. Il fallait avoir du courage intellectuel, mais aussi courage politique pour écrire sur cette question. Et sur ce point, je remercie vivement Mohamed Harbi d'avoir osé pour écrire ce qu'il a écrit sur la crise. Je vous remercie.